J'aurais aimé être un chanteur. À l'époque, tu te rends compte qu'il fallait avoir du talent, après tu étais connu. Aujourd'hui, tu es connu, après on te trouve un talent. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton amitié avec Black M? Je le déteste. C'est-à-dire que tu peux pas enseigner de la même manière dans le sud, comme dans le nord, comme dans des quartiers dits populaires et chauds. Jawad, qui logeait des gens, aujourd'hui crie Roses, Roses, Roses. Wesh, on a... Alors Bayou, ou devrais-je dire Ibrahima, tu es Alex Hitchens. Ouh là là! Bien évidemment, je ne parle pas du masculiniste qui vend des formations de séduction à des ados prépubères, mais bien le héros du film Hitch. Tantôt routier, tantôt comédien, tantôt danseur. Tiens, parlons de l'amour, tiens. Tu crois qu'on ne le voit pas, ce sourire plein de malice et ces yeux rieurs qui charment tous ses cœurs à chacune de tes vidéos? Wow. Puis en vrai, le séducteur n'est-il pas celui qui comprend le monde, mais surtout celui qui donne de la joie et de la bonne humeur? Bienvenue à toi, Bayou. Sacré intro. Hein. Il fallait que je te place, il fallait que je te mette bien dans les bonnes conditions. J'aime bien. J'aime bien. C'est rare qu'on me fasse des intros comme ça. Hein. Ouais, c'est un peu notre marque de fabrique à nous, le Dansiez-vous. Comme tu connais, j'ai grandi avec culture des films des années 90, 2000, manga et tout ça. Donc j'aime bien faire un parallèle comme ça avec les invités qu'on a. Et je trouvais justement que ça te caractérisait bien parce que en ce moment, on est beaucoup sur l'image et toutes ces choses-là. Et on oublie des fois que être naturel, faire rire les gens, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est vrai. Après, déjà, merci pour tout ça. Ouais. Merci, c'est cool, ça fait plaisir. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on me sauce comme ça. Au moins comme ça, tu vois, t'as ton tapis rouge et tout ça, tu vois. Sympa. Merci mon gars, c'est gentil. Alors, on va parler de différentes choses, dont ton enfance. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça fait de grandir dans la cité de l'espoir à Montreuil. Waouh, t'as bossé toi. Mais on bosse toujours bien. On reçoit les invités comme il faut. Gars. Ah ouais, t'as sorti le nom de la cité carrément. Waouh. Purée. Waouh, ok. Cité de l'espoir à Montreuil. Très bien, enfance, tu connais, hein, quartier, on est tous ensemble, noirs, blancs, arabes, chinois, juifs, musulmans, chrétiens. Il n'y a pas d'histoire de on n'est pas ensemble. On est tous ensemble et on se connaît tous jusqu'à aujourd'hui et ça ne bougera pas en fait. Là, j'ai failli faire une Marine Le Pen. Mais est-ce que tu es né en France ou tu es né à l'étranger? Je suis né en France, à l'hôpital intercommunal de Montreuil. Donc, t'as les papiers, c'est bon, c'est bon, les gars, il a les papiers. Je suis français, les gars, putain. Je suis français. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Je suis français. Il a intégré. Donc, on sait que tu as des frères et sœurs. Ouais. Ouais, t'en as combien? Tu peux nous dire un peu? Alors, on est 5, je suis le dernier. Ouais. Et j'ai mon grand frère aîné qui est décédé il y a... ça va faire 20 ans bientôt d'ailleurs. Paix à son âme. Waouh. Paix à son âme. Et fratrie de 5, en mode... comme une fratrie, tu connais, ça se vanne, ça se clash. Justement, j'allais venir sur ça. Forcément, quand tu connais, comme on est, en plus, surtout dans les grandes familles, tu vois, et grande famille africaine. Tu sais, tu as toujours ce côté un peu, je taquine mon frère et je l'embête. Ouais. Est-ce que, tu vois, quand tu étais entre frères et sœurs, le fait de pouvoir se protéger sans forcément se battre, parce que bien sûr, ça arrive, les bagarres entre frères et sœurs, mais se protéger en vannant l'autre. Tu vois, il y a les petites sessions comme ça. Est-ce que ça t'a pas aidé un petit peu à être ce que tu es aujourd'hui? Quand j'étais jeune, moi, je pouvais pas vanner parce que je me faisais défoncer déjà. Donc il y avait quand t'es le dernier, pas de vanne possible. J'étais le dernier. Et en plus, moi, c'était, je me cachais derrière mes darons en fait parce que j'avais pas le choix. Ouais. Et en plus, j'ai 2 grands frères et c'était les 2 grands frères aînés. Donc après, j'ai des sœurs au-dessus de moi, mais non, je peux pas. C'est tout de suite, tu vas voir papa, maman. Et le plus grand, c'est un frère ou c'est une sœur? Grand frère. J'ai 2 frères au-dessus, après 2 sœurs et ensuite il y a moi. Est-ce que, tu vois, quand on est petit, un peu, on est là à être émerveillé par ses grands frères, ses grandes sœurs. Est-ce que ton grand frère, un peu, c'était ton modèle? Alors, celui qui est parti, oui, vraiment, parce qu'en plus, bizarrement, mais vraiment, c'est très chelou,
j'ai pris un peu sa voix quelque part. Ah ouais? Ouais, parce que en fait, là où c'est ouf, c'est que lui, il est décédé, c'était en Martinique, en 2005. Et en fait, il travaillait dans les centres de vacances, genre Pierre et Vacances, etc. Ouais, et en fait, quand il y a eu toute cette histoire et de ça, il y a une collègue à lui qui est venue et il nous avait donné à l'époque des cassettes vidéo. Et en fait, dans le centre de vacances, il faisait des pièces de théâtre. D'accord. Et lui, en fait, il était un peu dans l'humour, etc. Il faisait Donc voilà, tu vois. Et en plus de ça, à l'époque, il avait fait de la télé, il avait fait le Big Deal, genre il y a archi longtemps, tu vois. Et je me dis, mais quelque part, j'ai suivi un peu ce qu'il faisait. Ouais, parce que dans ta famille, tes parents, tes darons et tout ça, ils n'étaient pas trop. Mais jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'ils ne captent pas ce que je fais. Hein. Comme beaucoup de familles africaines. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui viennent qui disent: ah, je l'ai vu là, j'ai vu ci, j'ai vu ça, les voisins, les tantes, les oncles. Mais en vrai, je crois que des fois, ils me voient à la télé en mode: ah, il est là, ce guignol là. T'as encore droit à ta question de plus tard, mon fils. Tu feras ça, ouais, mais maman, je fais ça, c'est mon travail. Sur la tête de ma mère, que ma daronne, des fois, elle me dit: mais tu veux pas chercher un travail? Mais je me dis: mais donc tout ce que je fais, ça sert. En fait, là, tout ça, ça servait à rien, en fait. T'as envie d'avoir le support un peu de. Non. C'est ce truc-là de. Mais ils le disent pas à toute la famille, à tous les oncles, les tantes, etc. Mais quand je vois les oncles et tout, ils sont fiers. Ils disent: j'ai vu ton fils là, il a fait ci, il a fait ça. Mais quand tu te réduis, hein, mais va chercher un travail. Mais c'est une dinguerie en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est ouf. C'est ouf. C'est pareil, même chez nous, même moi, là, pas longtemps. Moi, je suis danseur professionnel depuis 1 an. Et là, on essaie de développer le média Le Dansez-vous. Ma mère, là, il n'y a pas longtemps, elle me dit: ouais, Charlie, tu veux pas faire chauffeur de bus? Et je lui dis: maman, j'ai un métier là, pour de quoi tu me parles? C'est une dinguerie. J'ai un métier. En plus, j'ai fait des études. Ouais. Je lui dis: si je dois faire un métier, je ferai en fonction de mes études. Pourquoi tu me parles de chauffeur de bus? Sans que je ne dénigre pas le chauffeur de bus. C'est juste pour dire que c'est pas ma formation initiale. Oui, mais en fait. alors des charges, c'est qu'eux, ils sont arrivés en France. Ouais. Un travail, c'était tu te lèves très tôt le matin, tu vas charbonner, tu rentres le soir, t'es fatigué, tu rentres, tu dors. Et moi, comme t'as dit, j'étais routier, c'est-à-dire que je me levais à des heures pas possibles, des 3-4 heures du matin, je rentrais, je faisais des siestes. C'était ça le travail pour eux. Aujourd'hui, me lever à 10h, 11h, rentrer à je sais pas quelle heure, dormir à je sais pas quelle heure et dire oui, je vais travailler, je vais en tournée. Pour eux, mais c'est pas ça un travail pour eux. C'est tu te lèves, tu fais ton travail, tu rentres chez toi. Ça, c'est un boulot. Parce qu'eux, ils ont la notion du sacrifice de je me lève tôt, je rentre tard. Voilà. Oui, il a bien fait son travail, il a contribué à la société. Exactement. Donc ça le fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai ce genre de réflexion, je comprends. Ouais. Parce qu'eux, ils sont arrivés, ils ont dû charbonner 10 fois plus parce que c'était des étrangers, parce qu'il fallait qu'ils s'intègrent, etc. Ouais. Donc aujourd'hui, avec le monde actuel, les nouveaux métiers, ils peuvent pas comprendre. C'est normal. C'est des anciens. Hein. Donc, tu es plus jeune que moi. Il est plus jeune que moi, les gars. Ah ouais, il a dit qu'il avait 22 ans. Il a 22 ans. 22 ans Donc, moi, il est plus jeune que moi, j'ai 25 ans. Ah ouais, j'ai 25 ans. Donc, il est plus jeune que moi, mais je pense qu'on a grandi à une même période, la période de Salé les musclés du Club Dorothée. On a eu cette période-là, on a eu cette période phase de pop culture et tout ça. On voulait notre anniversaire au générique. Voilà. On n'a jamais eu d'ailleurs. Ah, t'as appelé? J'ai appelé, j'ai jamais eu. Mais non, t'as lâché. Mais tu sais pourquoi j'ai jamais eu? Pourquoi? Parce que je suis né en août. Forcément, il tournait pas pendant ces moments. Il y a pas. Les gens ils sont en vacances. Faut rappeler pour les jeunes qui nous écoutent que le Club Dorothée, etc., est le concept du générique en fait en réalité. Oui. Parce qu'il y en a plein qui. Alors en fait, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui vous avez de la chance de voir des mangas sur Netflix, de mangas sur Intel. Nous, au début, on avait la 5. Ouais. Et après, il y a eu TF1 et il y a eu le Club Dorothée. Ouais. Et le Club Dorothée, c'est là où on a découvert tout ce qui est manga. D'ailleurs, c'était le matin. Hein. C'était le matin. Aujourd'hui, vous avez des mangas toute la journée à pas d'heure. Nous, à partir, il fallait qu'on se lève à 8h, 9h et on voyait notre Dragon Ball Z. C'était avant d'aller à l'école, en fait. Ouais. Exactement. Juste avant d'aller à l'école. Et on courait à midi aussi pour moi, enfin, quand j'étais au collège, je courais pour aller regarder DBZ sur MCM à l'époque. Il y avait ça aussi, diffusé sur MCM. Je courais chez moi.
Et du coup, il y avait le générique à la fin où tu pouvais appeler, tu donnais ton nom et t'apparaissais dans le générique à la fin. Tu faisais escroquer, tu payais des appels super chers. Après, tes parents, ils voyaient la facture, ils disaient... Mais il y avait 100 000 blazes surtout. Il y avait des blazes de ouf. Fallait que tu cherches de ouf dans les trucs. Putain, c'est ouf. Moi, des fois, je regardais et j'avais pas payé, mais je regardais juste s'il y avait mon nom quand même, tu vois, histoire de... Au cas où. Comment il peut avoir ton nom si t'as pas payé? Parce qu'il doit... Alexis, il peut y en avoir plusieurs. Mais il peut avoir un homonyme. Oui, c'est vrai, c'est facile. Moi, à l'époque, il n'y avait pas trop de Charlie. D'ailleurs, Ouais. je me rappelais, je voulais m'appeler Charles parce que je trouvais que ça faisait bon genre. Bah aujourd'hui aussi, je pense. Hein. Non, sauf que maintenant, je ne veux plus m'appeler Charles. Ah ouais, Charles. Donc, on a eu un peu toute cette pop culture. On a eu les films des années 80 à 90. Et encore plus, nous, il n'y avait pas autant de films, entre guillemets, c'est pas communautaire, mais il n'y avait pas autant de représentation des communautés comme maintenant. Quasi pas, même. Donc, et c'est là où je veux en venir, en fait, parce qu'il y a eu les fameux flics de Beverly Hills, les Police Academy et tout ça, et toutes ces choses-là. Mais il y a eu le flic de Beverly Hills. Eddie Murphy a été notre héros. Est-ce que New toi, York. Prince à New York et tout ça, tous ces classiques, est-ce que Eddie Murphy t'a inspiré un peu? Franchement, je pense qu'il a inspiré énormément de gens, ce mec. Mais bizarrement, la personne qui m'a le plus inspiré dans mon humour, dans mon jeu, dans plein de choses, c'est Martin Lawrence. D'accord. C'est Martin Lawrence, clairement. Et même, il y a des gens qui me trouvent des similitudes avec... Bon, de toute façon, moi, on me trouve des similitudes avec tout le monde. Hein. Des fois, on me dit même je ressemble à la Tour Eiffel ou je sais pas, je ressemble à tout le monde et en fait, je ressemble à tout le monde sauf à moi. C'est incroyable. T'inquiète pas, mais oui, le Martin Lawrence m'a plus inspiré que Eddie Murphy. Mais Eddie Murphy, c'est quand même un gars, faut respecter le gars. Et ouais. Et beaucoup ne le savent pas. Je regardais son histoire, elle est incroyable. Elle est dingue. Je vous la conseille. Même la carrière qu'il a, elle est ouf. Il a commencé en stand-up dans les années 80. Il a fini bankable pendant je ne sais combien d'années aux États-Unis. Quand tu regardes Professeur Folding, le gars joue je ne sais combien de rôles. Il a réalisé très vite, en fait. Il a compris très vite qu'il fallait être son propre chef pour pouvoir réaliser, un génie. Pour réaliser ses propres films. Parce que c'est vrai que nous aussi, on a connu les films de Louis de Funès aussi. Oui, bien sûr. Les Louis de Funès et tout ça. Et c'était les films auxquels on s'identifiait. Mais quand il s'agissait de films où on voulait voir des Noirs sans être représentés par Giant Coucou, tout mon respect pour Giant Coucou, c'était ce genre de film. Giant Coucou. Wow. Et du coup, comment t'es arrivé à la comédie, en fait, en réalité? Je sais pas. Comment je suis arrivé? Comment t'es passé de... Je pense que tu faisais de la comédie, tu faisais héroutier et tu faisais de la comédie, mais comment ce truc il arrive en toi? C'est plus ou moins accidentel, hein. C'est plus ou moins accidentel parce que avec le temps, tu te dis, bon, j'ai envie de faire ça, mais bah déjà, nos parents, ils sont à l'opposé de ça. On est dans un endroit, comme tu as dit, j'ai grandi à Montreuil, à la Cité de l'Espoir. J'ai archi pas quelqu'un qui me connaît, enfin qui connaît le milieu de la télévision, ni même le milieu des médias, ni même le cinéma. On est vraiment à l'opposé de tout ça. Donc non, c'était vraiment accidentel. C'était que à l'époque, quand j'étais routier, j'étais avec un pote souvent au téléphone avec qui j'étais au lycée de base et on travaillait dans la même boîte de transport. Et ça veut dire on s'appelait tous les jours. Tous les jours, on s'appelait. Et moi, quand je livrais beaucoup les chantiers. Je transportais beaucoup des engins de chantier. Et en fait, dans les chantiers, bah, t'as des Renois, t'as des Rebeux, t'as beaucoup de Portugais, t'as des Antillais, etc. Donc ça veut dire que moi, à chaque fois que j'arrivais, il y avait des gens avec des accents différents. Et comme j'étais constamment au téléphone avec lui, j'imitais ces gars-là. Tu vois ? Et moi, j'ai toujours eu ce truc un peu drôle, que ce soit à la télé, que ce soit, que soit à l'école, dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien en fait, tu vois. Et il me disait mais gros, fais un truc et tout machin. Je dis ouais, je sais pas. Et il me disait fais des vidéos. Et je commençais à faire des vidéos par-ci par-là. J'ai un autre pote en parallèle avec qui j'ai grandi, avec qui je faisais des vidéos. Et nous, ça a pris de notre côté avec mon pote Florian, avec qui j'ai grandi. Et mon autre pote de l'autre côté, il me disait vas-y, fais des vidéos, etc. Florian a voulu arrêter. Donc moi, ça me saoulait parce que nous, on était connus pour ça. Et quand mon pote, il m'a dit vas-y, j'en ai fait une, puis deux, puis trois. Il y en a une qui a pété. Et là, c'est parti. Et c'est là où j'ai commencé à avoir peur, les gars. Et c'est ça. Carrément. Le buzz, ça fait peur. Les buzz, ça je fait connais peur. pas. De toute façon, t'en parles assez dans j'ai vu pas mal d'interviews de toi parce que forcément, faut connaître son sujet. On te connaît depuis longtemps aussi, Bayou. Je te suis depuis longtemps. T'en as parlé assez. Bon,
entre les pro-Hollande, Exactement. les pro-Hollande ou entre les pro-Sarkozy. Et bon, tu diras même, t'en parles assez, que le fils de Sarkozy t'avait envoyé un message, et toutes ces choses-là. Et je pense que de toute façon, à partir du moment où on devient une personne publique, parce que tu l'as été, à partir du moment où tes vidéos font des millions de vues, parce qu'ils ont fait des millions de vues, forcément, bah, les gens te voient comme une personne qu'ils connaissent, comme qui côtoie tous les jours. C'est vrai. C'était le début de l'influence, là, du coup? En tant qu'influenceur, on peut t'appeler influenceur à cette époque-là. Influenceur. Aujourd'hui, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il est biaisé aujourd'hui. Influenceur, mais ouais, il est biaisé, ça c'est sûr. Mais non, pour moi, je voyais pas du tout d'influence, je voyais pas tout ça. Moi, je voyais juste le truc que bah, je faisais ce que je kiffais à ce moment-là. Les gens commençaient à me reconnaître dans la rue. Et il y a plein de choses qui se sont enchaînées par la suite, tu vois. Mais l'influence, pour moi, j'ai jamais été influenceur. Ouais. J'ai plus été influençable dans moi, ma vie qu'influenceur. Je trouve quand même, parce que tes vidéos, toi, Ahmed Sylla, parce que c'est un peu les mêmes, tu sais, les vidéos un peu comme ça, tu te mets en scène, mais de manière un peu caricaturale. Il a commencé quasiment en même temps, d'ailleurs. Ouais, bah, c'est pour ça que je dis ça. Toi, Ahmed Sylla, même Issa Doumbia et tout, un peu toute cette génération, vous avez apporté ce vent de fraîcheur où vous mettez en scène, mais de manière sans se prendre la tête. Ouais. Sans se prendre la tête. Et moi, j'ai une autre question, parce que forcément, on a de l'influence, on est jeune, on est jeune. Bah, comment ça se passait quand tu marchais dans la rue, quand tu marchais dans la rue et qu'on s'appelle Bayou et qu'on passe devant les gens, comment les filles te voient? Alors, c'est très bizarre, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je piste les gens qui me pistent. C'est très chelou. Hein. Ah ouais? Mais j'arrive à voir, par exemple, là, je marche, il y a quelqu'un qui est loin, j'ai capté qui m'a capté. Ah ouais? Mais vraiment, c'est très chelou, hein, ça peut faire bizarre à dire. Ouais. Mais aujourd'hui, tu captes les gens qui t'ont capté. Et quand tu arrives à la hauteur de la personne, soit il y a plusieurs réactions, la personne, elle va pas te déranger, elle va te regarder, elle va sourire. Soit il y a le gars ou la personne qui va faire « Ah, ça va ou quoi ?» Genre, tu sais, t'es son pote, mais toi, tu le connais pas, mais lui, il te voit, donc il y a ce truc-là. Ou sinon, t'as le relou. Ouais. Le relou, mais après ça reste quand même. Mais cool. après, alors là, nous on a des vidéos à te montrer. Ah ouais? Bien sûr tu les connais, mais c'est parce que on aimerait que tu en parles. Tu vois, on aimerait que tu en parles, et donc on va mettre la première vidéo à l'écran. Hop. Ça marche toujours bien. Ça marche toujours bien. toujours les gars. Oh putain. Waouh. Merde. Bon, comme vous pouvez le constater, vous avez vu un glow-up incroyable. Parce que je sais pas qui est ce gars-là. Hein. Le mec en gris, là, c'était qui lui? En fait, hormis le fait que tu sois avec Monsieur Tombola, Sagalov et tout ça, que vous étiez un trio, et t'en parles assez dans les interviews, t'en parles assez. Moi, ce qui m'interpelle là, c'est que tu rappes. Tu vois? Parce que là, on a fait un fast-forward, on a bien avancé. Est-ce que un jour tu as voulu être rappeur aussi? Non, rappeur non. C'était vraiment pour le délire, mais rappeur. Oui, rappeur. Faut avoir les épaules, les gars. Rappeur, faut avoir les. Non, par contre, j'aurais aimé être un chanteur. D'accord. Un jour, on a eu un débat avec un pote. Ouais. On s'est dit, c'est quoi le mieux, être entre chanteur, remplir des salles, genre grosses salles, ou être footballeur ou acteur. On s'est dit, c'est trois métiers complètement différents, mais trois métiers avec des risques et une popularité de ouf. Yeah. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as un Denzel Washington, tu as une popularité internationale, donc tu ne fais pas un pas dans la rue. Un footeux, bah, c'est la même chose. Mbappé peut pas marcher, dans la rue. Ouais. Et un Michael Jackson ou autre, un Drake par exemple, il ne marche pas tout seul dans la rue. Mais c'est quoi le mieux entre les trois? Moi, d'un côté, je me suis dit, ça pourrait être chanteur. Parce que ta carrière peut être plus longue. Elle peut être plus longue. Mais plus courte aussi. Oui, mais moi, c'était plus dans le truc où on était dans un concert et je dis, mais c'est un truc de ouf. À un moment donné, j'ai mis pause et je regardais les gens, je dis, mais tout le monde chante son son en fait. Ce que tu crées en fait. L'émotion que tu crées. Ouais. Quand t'es au cinéma, personne va parler, dire tes répliques. Ouais. Tu vois, quand t'es fouteux, personne, oui, non, parce que par exemple, tu peux retenir les répliques et. Oui, mais à l'échelle de 20 000 personnes, non. C'est pas pareil. Tu vois,
C'est pas pareil, je suis d'accord avec ça. Donc, Bah, c'était toi plus tu ça. choisirais quoi, toi? Chanteur. Chanteur? Ouais, ok. Chanteur, c'est hypé de fou, les gars. Chanteur, Et toi les gars. Ouais, chanteur. Bon, moi, je suis obligé. Je chantais à une époque, donc chanteur. T'as forcément. chanté, toi? J'ai chanté, donc forcément chanteur, les gars. Non, chanteur, Mais c'est- chanteur, j'aurais forcément du succès, parce que chanteur, t'as pas du succès. Ouais, non, arrête. Non, mais même si t'as pas de succès, tu prends ton C'est petit piano comme compliqué ça, quand là, même, tu vois. Après, il y a des chanteurs qui sont très, très talentueux, qui Ouais. n'ont pas le succès. Oui, et c'est pour ça. Après, quand même, si t'es footballeur professionnel, C'est un autre même à game petite encore. échelle, Ouais. t'as quand même une sécurité qui est là si tu es malin. Ouais, mais au-delà de l'argent, Hum, bah, quand t'es footeux, les gens traînent avec toi pas pour les bonnes raisons. Aussi. Tu vois? Parce que Aussi. quand tu penses footballeur, tu vois tout de suite oseille. Oui, c'est vrai aussi. Direct. Alors là, on va faire deuxième réaction. James Brown. Est-ce que vous connaissiez, bon, je pense que maintenant les gens ils se mettent en scène, vous connaissez, Bayou Danseur. Alors moi, pareil, ça m'intéresse. Balou Brown. Est-ce que B Brown. ça fait partie de ces gens, parce que tu sais, quand on est petit, on fait un peu, on essaie, un peu touche à tout, on veut essayer les choses, tu vois. Est-ce que tu as déjà essayé de danser? Mais je danse tout le temps, Tu moi. danses, ouais. Ouais. Tu sens Bah oui. Mais de faire en danse tout le club temps. et tout Non, ça. en club, non. Non. Mais tu me mets du son, je danse, gars. D'accord. Je danse. Et là, en fait, bon, pour revenir sur la vidéo, j'étais en tournage j'étais sur un tournage. Et là, je jouais le rôle d'improviseur. Et je devais attendre. J'ai posé mon téléphone, j'ai mis James Brown et j'ai dansé. Il y a de plus beau. Et j'ai dansé, je faisais n'importe quoi. Je trouvais que le personnage allait bien avec la musique de James Brown à ce C'est moment-là. vrai. C'est magnifique. Alors, nous, justement, c'est pour ça qu'on a créé ce média, le Dansez-vous, pour ceux qui nous découvrent ou ceux qui arrivent déjà jusqu'à là dans le podcast. Ceux qui arrivent jusqu'à là dans le podcast. Et à ce moment-là, C'est tu dois que dire- tu justement- dois dire abonnez-vous, 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 abonnez-vous. abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Clique, mec. En fait, la danse véhicule des émotions. Et toi, et véhicule des émotions, et ça, peu importe que l'on soit danseur professionnel ou pas, mais c'est une émotion. Est-ce que quand tu fais ça, pour toi, c'est un moyen de donner ta bonne énergie, de la transmettre? Évidemment. Après, la danse et la musique, ce qui est bien, c'est que ça te rappelle tout de suite des souvenirs. Ouais. Et ça débloque tout de suite un truc de souvenirs dans ta tête. T'as un son, tu te dis putain, je me rappelle de ce son, ça me rappelle cette époque-là, etc. T'as comme la danse, etc. Ça Ouais, te rappelle des périodes, bah forcément, tu danses sur du son, donc Ouais, ces c'est ça. trucs-là te rappellent quelque chose. Donc oui, ça te débloque forcément des trucs et ça te crée bah, des moments, présents, des moments où tu te dis voilà, t'as envie de profiter du moment, t'as envie de kiffer avec tes potes ou en mode en club ou Ouais. en solo ou en boîte ou n'importe où en fait, tu Ça vois. apporte une nostalgie. Et De justement, parfait, tu me permets de rebondir sur le sujet dont je Ouais, voulais je fais parler. exprès, j'ai tellement l'habitude. On est connectés, c'est pour ça, Désolé, les gars, il y a la connexion. Connexion. Forcément, tu as grandi dans le 93, terre du hip-hop. Ouais. Peux-tu nous parler parce que je pense que tu as cet amour-là, cet amour pour le hip-hop et quels artistes que tu écoutais? Bon, il y a eu NTM, il y a eu Le Général, il y a eu Mac Taylor, il y a eu d'autres artistes qui étaient là, Fianso et tout ça. Bon, après Fianso, on a été connus un peu plus tard. Qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais plus jeune? Moi, j'avais l'influence de mes frères, donc c'était en rap Quinry, c'était du Biggie, Tupac, etc. Tout ça, les Nas, vraiment à l'époque, Gino Wine, 112, On a eu un débat sur aux ça, États-Unis. En France, c'était du Oxmo, Ouais. c'était 113, c'était Mafia Quinfri, c'était Booba et Ali à l'époque, c'était le Raluciano, c'était tout ce qui est Funky Family. Mais en fait, c'est riche. Ouais. C'est riche de ouf. À l'époque, on avait beaucoup de gens, en fait, on s'en rend pas compte. Ouais. Mais moi, j'ai écouté vraiment de tout. Ouais. Ouais, vraiment de tout. Et que ce soit de la musique rap, généraliste, même aujourd'hui, tu me dis du rock, ou je ne sais même pas Oui, comment on parce peut que appeler ça. nous, À l'époque, les Kyo, les trucs. et- Nous, notre tu vois. époque était plus... parce qu'à la radio, moi après c'est différent, j'ai grandi en province, mais vous avez grandi à Paris. Mais même en ayant grandi à Paris, les radios hip-hop sont venues plus tard. Ouais. Sont arrivés plus tard, Ouais. donc forcément on écoutait des choses plus généralistes. On pouvait écouter du Nirvana, De ouf. et De tout. ouf. La house, on a, Ouais, la mais house, on a house écouté music, l'époque pareil, dance, c'est- l'époque Dance Machine et tout Ah ça. ouais, non, c'est franchement. Après, ouais, la radio, il y avait la radio, mais t'avais les clips à l'époque aussi, Ouais. tu vois, MTV, MTV. machin. Ouais.
T'as fait tout T'as fait partie de ceux qui ont eu MTV. J'avais, parce qu'on avait le câble. Toi aussi, t'as trafiqué. trafiqué. On avait le câble. Ouais. Ce qui est intéressant à chaque fois à souligner, c'est que de notre génération, c'est beaucoup nos frères, nos grands frères qui nous ont influencés parce qu'il n'y avait pas Internet en fait en réalité. Non. Et du coup, c'est intéressant que du coup, on écoutait ce que nos grands frères écoutaient. C'est ça. Et après, peut-être plus tard, après, on découvrait. Parce que moi, c'est la même chose. C'est mon grand frère qui m'a fait découvrir toutes ces musiques. Comme il était sur IAM, j'écoutais IAM, etc. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et IAM, j'ai oublié IAM. Ouais. Oui, mais à l'époque des booms déjà. Ouais. Quand on faisait les booms, quand on était plus jeunes, c'était les booms, les gars. Putain. On dansait des slows. On dansait des slows. Waouh. Putain. Alors, forcément, tu as une certaine visibilité. Après, tu t'es retrouvé dans différents événements. Est-ce qu'il t'est arrivé de rencontrer des personnes que tu appréciais dans la musique quand tu étais enfant et de les voir plus tard? Plein. Ouais. Pas que de la musique d'ailleurs. Ouais. Et quelle a été ta plus belle rencontre? Tu t'es dit, ah, il est comme je le pensais quand j'étais enfant. Franchement, il y en a plein. Ouais. Sincèrement, pour ne pas oublier des gens, je vais ne citer aucune personne, mais il y en a plein. Il y en a plein. Moi, je me rappelle à l'époque où même je travaillais à Touche pas mon poste, Ouais. bah, c'est là où je croisais des gens connus, tu vois. Ouais. Et quand je voyais, je disais, mais attends, mais la force d'Internet, c'est ça. Ouais. Tu voyais des foot, tu voyais des gens de la télé, franchement, de tout. Ouais. Des gens, des footballeurs, tu voyais des gens de la télé, tu voyais des humoristes, tu voyais des acteurs, tu voyais de tout. Et ils te parlent comme si de rien n'était. Ouais. Bah, je prends un mec comme Moundir, pour n'en citer qu'un. Ouais. Un mec comme Moundir. Allez, Moundir, c'était quelqu'un à l'époque. Oui. Et encore aujourd'hui. La fameuse mais scène mythique. le Moundir. Un jour, je le vois, je travaille sur mon poste. Il me dit, ah Bayou. Je le regarde en mode, mais tu me connais? Il me dit, bah oui, je te suis, je regarde tout ce que tu fais. Pas ça, nanani, nanana. Issa Doumbia, pareil. Franchement, il y en a eu plein. Sur cet aspect de ta Et carrière. il y en a d'autres aussi où. Ça va... Bon, on reviendra. Tout cet aspect carrière professionnelle, on reviendra après. Moi, c'était surtout sur l'aspect artistique. Et surtout sur l'aspect artistique. Là, en fait, je voulais revenir sur ça parce que, en fait, c'est un pan important de... Un pan important, les gars. Vous avez vu le vocabulaire et tout ça. C'est une période importante. C'est une période importante de pas mal d'enfants, tu vois, de revoir ces idoles comme ça, de voir des gens qu'ils ont côtoyés, tout ça. C'est impressionnant de les voir en vrai. Ouais. Quand tu les vois en vrai pour la première fois. Mais il y a une personne qui, je pense, est un très bon ami à toi, avec lequel tu fais souvent du sport, qui est rappeur aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton amitié avec Black M? Je le déteste. Je ne l'aime pas, les gars. Je le déteste. C'est un mauvais mec. Je vous le conseille pas en tant qu'ami. Je vous le conseille pas en tant qu'artiste. Un but de sa personne. Ça restera au montage. Hein. Non, Black M, que dire? Ouais, c'est un ref de ouf. C'est bon gars. C'est un mec qu'on s'entend sur... beaucoup de choses. On a des similitudes sur énormément de choses. Il est guinéen, je suis sénégalais. On a grandi avec les mêmes codes. Lui, en plus, il parle le peul. Au Sénégal, mais au Sénégal, on a le peul aussi, tu vois. Donc, c'est les mêmes codes, c'est la même chose en vrai. Et donc, on s'entend. Maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, mais bien plus même. Mais ouais, ça a accroché direct. Aujourd'hui, ouais, c'est un ref et c'est un gars avec qui je suis constamment au téléphone, on est constamment ensemble, on fait du sport ensemble. Y a son gars aussi, qui est manager PDG. Lui aussi, c'est un Sénégalais, donc on est à 3, on raconte que des conneries, on sort souvent ensemble. Je suis même parti en vacances avec Black il n'y a pas longtemps, donc non, c'est... D'ailleurs, t'étais sur le plateau. C'est un bon gars. T'étais sur le plateau de... Comment ça s'appelle l'émission de danse déjà? Danse avec les stars. Danse avec les stars. Ouais. Ça t'a pas donné envie un petit peu de... Moi, je peux faire Danse avec les Sars. ça passe. Parce que je m'appelle... Mon nom de famille, c'est Sars. Pas mal. Danse avec les Sars. Pas mal. Mais ouais, non, Danse avec les stars, par contre, c'est stylé. Hein. Ouais. J'ai été sur le plateau, tout ça. Même j'ai été à un de ses entraînements. Ouais. Franchement, c'est physique. Cardio, hein. C'est physique. Beaucoup ne le savent pas, la danse. Il y en a, ils voient que l'émission, mais toute cardio. la semaine, ils sont en train de répéter, ils sont en train du matin au soir. C'est physique. Franchement, c'est physique. Cardio. Bon, là, on a un petit jeu pour toi encore. Comme tu connais, on aime les petits jeux. Ça s'appelle le bip bip. On va te donner 2 choix, tu choisis l'un ou l'autre. D'accord? Ok. Donc, mon acolyte ici même va mettre le chrono. C'est bon. Quand t'es prêt? C'est bon. En 1 minute, t'as oublié de préciser. Ouais, en 1 minute, bien évidemment. Ok. Top. France ou Sénégal? Sénégal.
Direct. Montreuil ou Paris? Montreuil. Instagram ou TikTok? Insta. Stockholm ou Prague? Pourquoi Stockholm ou Prague? Prague parce que on était ensemble et tout. Je croyais Mais pourquoi qu'il allait dire Stockholm? Prague. Stockholm parce que tu y étais aussi. C'est vrai. Bah, Prague, parce qu'on s'est connus là-bas. Ah, voilà, tu vois, Voilà. c'est ça, je cherchais moi. Essaye de se Damel placer. Comedy Club ou Montreuil Club? Comedy Club, pardon. Montreuil Comédie, parce que c'était ma toute première scène. Carlton ou Will Smith? T'es dur. T'as vu, j'ai bugué carrément. Carlton. C'est à 8 ou Confession intime? Sur un team 10 fois. Daniel, je sais pas comment ça se dit, OWG ou OG. OG ou Tonio Life? Non, là, je peux pas, les gars. non. C'est le game! Non. J'ai pire après. Non. Tonio OG. Aziz Boudra Non. ou Omar Dio? Non. Dernière question. Non, les gars. Non. Ça, c'est non. Entre Aziz Aboudra et Omar Dio, c'est non. Je ne répondrai pas à cette question. Je ne veux pas de discorde, même si je choisirais Omar Dio et Aziz Aboudra. Non, je peux pas, les gars. Impossible. Donc là, ok. Et donc il a échoué au jeu, hein, je tiens à préciser. Non, j'ai pas échoué, mais là, c'est un dilemme de ouf, les gars. Donc là, on va passer justement sur cet aspect dont on voulait parler, carrière professionnelle et tout ce pan-là. Ok. Tu parlais dans une interview de Madame Martin. Ouais. Madame Martin Mais qui... toi, là, en fait, Oui. tu regardes bien, hein. Oui. Je C'est travaille, dingue, hein. cher ami, je suis Waouh. professionnel. Ok. Je suis professionnel. Donc, Eh ben, non. Oui, Madame Martin. prof de Madame maths au Martin lycée. qui avait vu un petit peu en toi cette patte-là, cette patte de comédie et toutes ces choses-là. Mhm. Tu veux nous raconter vite fait comment ça s'est passé? Avec Madame Martin. Ouais. Alors, Madame Martin, j'espère qu'elle est en vie encore aujourd'hui, parce que c'était vraiment une dame bienveillante. Ouais. Tu sais, quand t'es à l'école, souvent tu te dis, bon, vas-y, ce prof-là, ce prof-ci. Mais en fait, avec le recul, tu te rends compte que ces gens-là, ils voulaient que ton bien. Ouais. Et Madame Martin faisait partie de ces gens qui voulaient ton bien. Ouais. Et je me rappelle, c'était une petite dame d'un certain âge, Ouais. cheveux courts, elle avait des lunettes et elle avait un truc dans le regard où, tu sais, elle avait beaucoup de bienveillance, Ouais. en même temps elle avait de la tristesse, en même temps elle avait... Tu sais, avec le recul, quand je me rends compte, je me dis, mais il y a des fois on a joué le con avec les profs alors que... beaucoup. Ils voulaient grave notre bien en fait, tu vois. Et elle en faisait vraiment partie. Ouais. Et elle, c'est l'une des premières à me dire, mais tu sais, c'est la première dame qui m'insultait, mais t'es con, putain. Mais va faire de l'humour au lieu d'être là, à faire des cours de maths, des machins, des trucs. Et elle, elle a toujours été bienveillante et franchement, je sais pas si elle est encore en vie aujourd'hui et je l'espère vraiment. Ouais, c'est Madame Martin. Donc si Madame Martin, j'espère que vous êtes ou encore enfant là. de Madame Martin qui travaillait au lycée Joseph Cugnot à Neuilly-sur-Marne, merci Madame Martin. Bon, par contre, le nom du lycée, il est Voilà. un peu bizarre quand même. Ouais, il est Joseph chelou, Cugnot. mais Madame Joseph Martin, Cugnot, Donc, et tu parles aussi souvent de ton parcours, pardon, du fait que tu étais routier, Ouais. et que c'est là de toute façon que tout a commencé, tes inspirations, tes vidéos. Mais moi, je veux savoir un peu quand tu es routier, tu es un peu seul avec toi-même, ça c'est clair. Clairement. Tu t'en parles assez souvent. Très clairement. Et quand on est seul avec soi-même, comment c'est le processus de création? Surtout ça, moi qui Mais gars, m'intéresse. des fois, je parlais tout seul dans le capteur. Mais t'as rien d'autre à foutre en fait. Tu sais que j'avais carrément un programme radiophonique. Ah ouais? Genre de telle heure à telle heure, j'écoutais telle émission. Ouais. Dès que cette émission-là elle est finie, j'ai bifurqué sur une autre radio. Après, je bifurquais sur autre chose. Et dès que toutes les émissions du matin c'était fini, bah, Là, j'étais en en mode pause. chill, détente. J'écoutais des sons par-ci par-là. Mais j'avais toujours un truc précis. Et à l'époque, Hanouna, il était sur Virgin Radio. Ouais. Et j'écoutais beaucoup cette émission. Et un jour, il disait, ouais, si vous avez un prénom pas comme les autres, appelez, etc. Et moi, j'appelle. Il me dit, ouais, tu t'appelles comment? Je dis, ouais, je m'appelle Bayou. Il me dit, ah, ok, et tout, machin. Et j'ai appelé, ils m'ont passé à l'antenne, Cyril, il me parlait, etc. J'avais gagné un téléphone à l'époque. Et en fait, gagné, propre. bah ouais. hein. Et il me dit, ouais, après, il y avait un autre truc où il fallait faire des imitations, je rappelle. Ouais. Et on me dit, ouais, tu sais faire quelle imitation? Je dis, ouais, j'imite bien Pumba. Et on me dit, bah vas-y, tu veux pas passer à l'antenne le faire? Je dis, ouais, vas-y. Et de là, en fait, ils m'ont kiffé.
Un jour, ils sont venus pour. Ils ont voulu faire l'anniversaire surprise de Cyril. Ils m'ont appelé. Genre, est-ce que tu veux venir? Je dis, bah ouais, pourquoi pas. Et en allant là-bas, genre, il y a plein de gens et tout. Et il y a des mecs qui travaillent avec lui en télé. Et ils commencent, touche pas à mon poste, ça commence à faire du bruit et tout. Et je rencontre un mec qui s'appelle Eric Mendes. C'est de là que je le rencontre. Je finis chauffeur de salle. Tu vois, comme quoi la vie, des fois, c'est une histoire tu fais pas les choses par hasard. Hein. Et c'est comme ça que tout s'est emboîté. Et Eric Mendes, c'est le chauffeur de salle de beaucoup d'émissions. De beaucoup d'émissions. Beaucoup c'est le meilleur d'émissions. en France aujourd'hui. Oui, clairement, c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Comme quoi, la chance, elle se saisit en fait en réalité. Hein. C'est pas la chance, c'est Dieu, frère. Ouais. C'est Dieu. Tout à fait. Tu rencontres pas les gens par hasard, tu n'es pas un endroit par hasard. C'était comme ça, c'est écrit. Du coup, comme tu le racontes, Eric Mendes te dit t'aide un peu dans... Tu deviens toi-même chauffeur de salle. Ouais. Tu deviens toi-même chauffeur de salle, donc tu es amené, comme tu nous le disais précédemment, à être dans les plateaux de TPMP, à chauffer la salle, qui est un vrai exercice. Claire. Et c'est peut-être ta première entrée avec tout ce qui est comédie, théâtre et toutes ces choses-là. C'est un peu ça, ouais. En fait, le métier de chauffeur de salle, c'est un spectacle tous les jours, en fait. Parce que tu répètes la même chose, tu dois mettre l'ambiance. En fait, pour ceux qui ne savent pas, un métier de chauffeur de salle, c'est, par exemple, moi, c'était TPMP, donc tu prends la place de Cyril. Moi, j'étais là et en fait, je chauffais la salle. En mode, levez-vous, applause et tout. Là, il va y avoir le générique, taper des mains, tac, 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 tac. Hop, levez-vous, machin, tout le monde crie. Après, t'expliquer comment ça se passe. Tu faisais toujours les mêmes vannes. Et Eric, en fait, il m'a formé de ouf là-dessus parce que lui, il a vraiment été... Ce mec est fort, on s'en rend pas compte. Et lui-même ne le sait pas, mais il est fort. Donc, ça veut dire qu'il a cette fibre... humoristique et drôle, tu vois. Forcément, faut l'avoir. Et si tu l'as pas, t'es mort. T'es mort direct. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Et le métier de chauffeur de salle, ça t'aide beaucoup. Hein. Beaucoup. Et du coup, comment ça s'est passé? Du coup, ta première expérience, en fait, en réalité, t'imagines que t'es chauffeur routier et que tu passes directement à chauffeur de salle. Ouais. J'ai flippé. Et je me rappelle, la première fois où je chauffais tout seul, c'était Michel Drucker l'invité. Ok. T'es mal à boucle. Michel Drucker. Dingue. Je passais de le regarder tous les dimanches. Mon daron, il regardait toutes mais quand je t'ai dit toutes les émissions, il y avait ça. Et juste avant, t'avais comment il s'appelle sur TF1 Chuck Norris là. Ouais, Walker, Texas Ranger. Ça veut dire que c'était l'un et l'autre. Ça veut dire nous tous les dimanches c'était l'un et l'autre. Moi aussi. Je passais de le voir de toute ma vie à la télé. Et là, je le vois en vrai, comme je te vois là, en fait. Et déjà, t'es impressionné, t'as plein de choses, t'es dans le track, t'es dans le truc. Et on va dire, c'est passé, tu vois. Mais avec le temps, tu t'améliores avec le temps, c'est normal, tu vois. Donc là, ça y est, t'es là. Et après, tu rentres en radio, si je ne me trompe pas. Ouais, avec Eric, toujours. Ouais. Avec Eric. Ouais. Énergie. Non, c'était Radio VL à l'époque. Radio VL et tout. Qui s'appelle VL Média aujourd'hui. Ok. Ah, c'est toujours là. Hein. Ouais, c'est toujours là, c'est toujours là. Je connais VL Média. C'est ça, c'était Radio VL. On faisait dans une petite cave. Un média comme ça résiste autant comme ça. Ah non, mais parce que c'est le fondateur qui est un gars à moi de fou aujourd'hui, Manu Semo, lui, on l'a connu, il était ado et il a monté son truc tout seul. C'est-à-dire que c'était une petite cave, t'avais ta régie, il y avait l'émission, etc. Et Manu connaissait Eric. Et il a dit, ouais, ça te dit pas de faire une émission et tout? Eric, il a dit, ouais, je sais pas et tout. Et en fait, nous, il nous en a parlé. Et quand il nous en a parlé, on a dit, bah vas-y, viens, on monte une team et on le fait, tu vois. Et à l'époque, notre tout premier invité, c'était Issa Doumbia. Et en fait, comme il m'aimait bien et moi que je l'aimais bien, je lui ai posé la question tout bêtement. Et il m'a dit, vas-y, je viens. Et il est venu. Et après, on faisait ça tous les mardis. Un peu comme nous avec Bayou qui vient donner de la force. Exactement. Bah oui, parce que ça part comme ça, les gars. On se fait jamais seul. Et si je peux donner de la force, je donne. Comme on a pu m'en donner. Et comme on m'en donnera par la suite et ainsi de suite. Demain, ce sera toi qui donneras la force à quelqu'un d'autre. Inch'Allah. Je te le souhaite. Mais indirectement, tu donnes la force, là. Oui, ouais. Bah oui. Donc, mais du coup, ouais, radio, VL Média et tout, comment ça se passe en termes de temps horaire et tout ça? Comment tu... Tous les mardis, on faisait 21h... non, 21h30, 23h. Parce qu'on sortait TPMP, on bombardait direct là-bas. C'était dans le 14e. Et ouais, on faisait 21h30, 23h. 21h15, 23h. Et du coup, c'était tous les mardis de toute l'année, on a fait ça. Et après, on voulait faire ça 2 fois par semaine, mais c'était un peu compliqué. Donc, Et ensuite, tu intègres Énergie.
Ensuite. Un jour, Eric n'est pas là. Ouais. Je présente l'émission de radio. Ouais. On reçoit Aymeric Bonnery qui venait tout juste de sortir de Secret Story. Et Aymeric Bonnery. Il avait fait Secret Story à l'époque. Il venait tout juste de sortir de l'émission. Genre, c'était vraiment tout récent. Et nous, on le reçoit en mode, voilà, il vient de sortir, raconte toute une expérience et tout, et tout. Le mec dit, putain, je kiffe le truc de la radio. Moi, mon kiff, ce serait faire de la radio et de la télé. Et donc, moi, je le mets en relation avec Manu Semo. Ouais. Manu lui dit, vas-y, si tu veux faire une émission, go. Ouais. Là, il ramène plein de gens. L'émission avec Eric s'arrête. Moi, je réintègre l'émission d'Aymeric. Ouais. Et de là, lui, il était sur Énergie 12, il commence à présenter et tout ça. Énergie, l'écoutait en douce, en soum, tac. De là, on a fait un pilote chez Énergie. Et on a quitté Radio VL pour aller dans une radio nationale. J'en viens à cet épisode parce que, hormis le fait que tu as travaillé avec Énergie et tout ça, tu travaillais avec quelqu'un, en fait, c'est pour venir sur, entre guillemets, qui a été un petit échec, entre guillemets, parce que tu travailles avec une personne qui a essayé de te bloquer dans ta carrière. Ouais. Oui. Il connaît son karaté. Ah ouais. Qui a essayé de te bloquer dans ta carrière. Il a ramené bien ça. Hein. Sans donner le nom, parce que c'est pas. Moi, l'important c'est pas de donner les noms. Il y a prescription. Et en plus, il y a prescription. C'est comment, parce que ça peut arriver à nous tous, tant que nous sommes. Comment on fait pour rebondir de tout ça? Parce qu'à la même époque. Tu le dis, ça, c'est pas moi qui vais donner la news, mais tu étais sur Neuilly-sa-Mère. Tu allé sur Neuilly-sa-Mère. J'étais en tournage. Donc, comment on gère ce stress un petit peu? Écoute, tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une story sur ça. Je disais que dans la vie, tu peux être avec un pote, ton mec, ta meuf, ton gars que tu considères comme ton frère, une personne que tu considères comme ta sœur. C'est-à-dire que vous êtes H24 ensemble. Tu le considères en fait, c'est limite quelqu'un de ta famille. Ouais. Du jour au lendemain, fini. Tu peux passer de j'aime trop cette personne à je hais cette personne. Moi, je suis pas dans haïr les gens parce que ça y est, on est des adultes maintenant. Mais c'est le cheminement. En fait, pour faire court, j'étais avec un producteur qui est sénégalais comme moi. Au début, très cool, très bon délire, dans le même état d'esprit. Voilà, il fait beaucoup. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Il fait beaucoup, mais à la fois, il n'est pas non plus, comme on dit, mais pas de l'eau dans son vin. Okay. Voilà. Donc, nous, plusieurs fois, on a essayé de lui dire, on a essayé de lui faire comprendre. Mais tu connais, c'est un ancien un peu. Lui, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a des moments où on lui faisait comprendre, donc il comprenait, mais c'était toujours, c'est moi, j'ai le dernier mot. Donc, avec le temps, comme je t'ai dit, on était en trio. Il s'est passé ce qui s'est passé, on s'est séparés les trois contre notre gré finalement. Mais voilà, cette même période là, je suis chez Énergie. Un matin, début d'après-midi, je pars pour aller à Énergie. Mon gars Aymeric m'appelle pour me dire, gros, il y a ton gars qui vient d'appeler. Je dis, quel gars? Il me dit, ton gars là, avec qui t'es? Et j'arrive à Énergie, je monte dans les étages. Et là, il y a un des boss d'Énergie, je sais même plus c'était qui. Il me dit, ouais, on a reçu un mail de ton producteur qui nous dit comme quoi tu es signé avec lui en exclusivité, donc tu n'as pas à faire d'antenne. Et il m'a dit, écoute, nous on connaît, donc gère ton truc. Voilà. Et en sachant que moi, j'avais voulu arrêter avec lui, sauf que lui ne voulait pas. Alors qu'il y avait juste à dire, écoute, fais ton chemin, je fais mon chemin. Et ça, tu avais signé un contrat, c'est pour ça. J'avais signé un contrat de 5 ans. Et par contre, contrat très dur et à la fois très chelou. Mais moi, je veux m'en séparer. Là, ça me parle d'avocat. Je dis, mais on n'est pas dans ça, en fait. Viens, on discute, viens, on arrête et point final. On n'est pas dans ça. Encore cet aspect mais même, familial. On n'est pas dans ça. Nous, on n'est pas dans ça. Tu me parles d'avocat. On n'est pas dans ça. Donc, du coup, moi, il me bloque. Je l'appelle. Là, bon, je ne vais pas dire ce que j'ai dit parce que ça ne se dit pas. Et du coup, juste là, j'enchaîne avec Neuilly-sa-Mère. Dis-toi, j'ai dû me cacher. Ouais, ça, tu racontes. J'ai dû me cacher pour le tournage de Neuilly-sa-Mère. T'avais community manager qui faisait des stories, etc. Je me cachais. Des fois, j'étais derrière des gens. Et jusqu'au jour où l'affiche, elle sort. Je suis sur l'affiche. Le réal, il me dit... mais en gros, là, va falloir que à un moment donné, tu arrêtes de te cacher, en fait. T'es sur l'affiche, t'es dans la bande-annonce, t'es dans le film. Donc,
Je dis vas-y. Il me dit vas-y, écoute, si jamais il y a un truc, moi je gère les arrières et tout. Il m'a dit t'inquiète, mon avocat c'est Dupond-Moretti. J'ai dit bon bah. Si vous avez Dupond-Moretti, les gars, il y a zéro souci. Et donc du coup bah voilà, j'ai envoyé, c'est ce qui s'est passé, mail, blocage, machin. Sauf que ça l'a pas fait. Mais alors qu'à la base tout était cool, on était censé être des refs, ça se passait bien, il y avait des bons délires, c'était cool. Chacun, on a le droit aussi chacun de vouloir faire notre vie aussi de notre côté, tu vois. Sans vouloir. C'est pas parce qu'on est ensemble tous les jours que tu fais ta vie que je vais devoir t'en vouloir. C'est la vie, c'est comme ça, on est des humains. Il y a plusieurs projets. Voir l'argent. Il y en a, ils sont axés sur ça. D'accord, c'était important qu'on parle de ça parce que, surtout quand on est dans les métiers artistiques, on ne se prémunit pas forcément de tout ça et on pense qu'il suffit qu'on soit là et hop, on est dans un engrenage. La confiance aujourd'hui ne fait pas tout. C'est-à-dire que je ne peux plus faire confiance aux gens juste aux paroles aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux avoir ta confiance, mais ça ne joue. Il n'y a pas que ça en fait. Il y a la confiance et il y a les actes. Il y a les mots et il y a les actes. Ça veut dire que tu peux avoir tes mots, mais tes actes vont être complètement différents. Comme tes actes peuvent être très chelous, mais les mots peuvent être grave bizarres. Enfin, tu vois, il n'y a pas que la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui veut se lancer ou autre, quand tu signes un contrat, juste fais attention, regarde bien les choses. Protégez-vous. Protège-toi, regarde bien. Avocat. Aujourd'hui, je te dis, il y a prescription, c'est-à-dire même demain, je le vois dans la rue, je vais lui dire bonjour. Est-ce qu'il veut te dire bonjour? Ça, c'est pas lui, il me dit pas bonjour, c'est son problème. Mais moi, dans l'histoire, c'est moi qui ai empathie dans ce truc-là. Moi, demain, je le vois, je lui serrai la main. Je suis respectueux quand même, un minimum. On m'a éduqué comme ça. Alors là, on a un autre jeu. Tu connais, on aime les jeux, on aime toutes ces choses-là. Ça s'appelle le « et si ». Ça, par exemple, je dis une bêtise, et si tu devais aller au cinéma avec un acteur ou une actrice, tu vois, c'est ce genre de choses. Alors, si tu devais aller manger avec un burger, avec quel acteur ou quelle actrice irais-tu? Un burger? Ouais. Je sais pas, Pierre Ninet. Ok. Je sais pas, il est cool. Ouais, il a l'air cool, sympa. Il a l'air sympa. Cool, d'ailleurs, j'ai regardé, il y a une de ses séries qui est sortie il y a pas longtemps, magnifique. Ouais, non, mais lui, c'est masterclass, lui. C'est il est en fait, il réalise un film et. Mais oui. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Et super série. Si tu devais aller en soirée avec un acteur ou une actrice, avec quel acteur ou actrice irais-tu? En soirée, pour se taper des Jean-Pascal Zadi. D'accord. Si tu devais aller en date avec un acteur ou une actrice, on est en 2025, les gars. Avec quel acteur? Ça va pas ou quoi? avec date avec une actrice. Oui. Avec quelle actrice irais-tu? Adèle Exarchopoulos. Il a bien choisi. Ouais. Franchement, ouais. Tu vois, il a très bien choisi. Il est dégoûté. Carrément, il est dégoûté. Tu peux pas choisir quelqu'un d'autre. Adèle. Ma chérie, je t'aime, hein, mais Adèle, elle est là quand même. C'est Adèle, hein, c'est pas mauvais. Hein. Ouais, on est d'accord. Si c'était la fin du monde, tu as le droit à un appel. Quel acteur ou quelle actrice appelles-tu? Ma mère, parce qu'elle a été acteur de ma vie. Allez hop. Acteur et rôle principal. Et il dure, hein. Tu as un casting et tu dois avoir une tenue. Quel acteur ou quelle actrice appelles-tu pour te conseiller? J'ai un casting, je dois appeler un acteur ou une actrice. Pour ta tenue, pour qu'elle gère ta tenue. Donc il faut quelqu'un qui ait du flow un peu déjà. Ouais. Bonne question. Will Smith. Ok. Je lui parle en Wolof en plus. Will Smith, Nagadef. Là, on va parler d'une partie en fait qui est importante pour nous, qui sommes tous artistes dans cette salle, c'est les réseaux. Ouais. Les réseaux et tout ce que ça importe. Aujourd'hui, on est dans une ère où beaucoup de jeunes veulent réussir, mais pensent qu'il suffit juste d'être sur Instagram, sur TikTok, et c'est bon. En occultant, en enlevant tout ce qu'il y a à faire avant d'atteindre tout ça. On sait que tu es souvent sur les réseaux,
Et tu parles, et tu as commencé comme ça. Je suis né artistiquement sur les réseaux. Tu es né artistiquement sur les réseaux. Bon, tu peux nous dire brièvement, nous parler de cette vidéo qui t'a fait buzzer. C'était grâce à François Hollande à l'époque. Je faisais des vidéos où je réagissais sur l'actu. Et c'était François Hollande le président. Et bah, il n'y a rien qu'allait, lui. Et franchement, il n'en mettait pas une. Et donc, du coup, moi, c'était à manger de ouf pour moi. Et du coup, je faisais plein de vidéos autour de François Hollande. Et je crois que c'était une vidéo des radars, je crois. Parce qu'il y en a eu 2-3 qui ont très bien marché, mais je crois que c'était les radars. Et genre, en gros, c'était les radars, les flashs et tout. Genre, ils avaient augmenté des radars et machin. Et j'avais fait un truc sur ça. Donc, ouais, je crois que c'était les radars. Ouais. Donc, tu dis souvent, parce qu'on oublie en fait cet aspect, que bah, le métier, et surtout le métier artistique, c'est du sacrifice. Parce que tu as dit que tu étais routier et que tu as commencé, quand tu as commencé à être chauffeur de salle et tout ça, il y a des choses que tu as arrêtées parce que tu ne pouvais pas faire les deux en même temps. Ouais, j'ai arrêté le métier de routier, parce que le métier de routier, tu te levais tôt et tu finissais un peu tard. Et le métier de chauffeur de salle, tu commençais tard et tu finissais tard. Donc, fallait jauger. Et j'ai fait ce sacrifice-là. Et je regrette pas du tout aujourd'hui. Je regrette pas du tout. Si tu avais un conseil à donner à cette nouvelle génération qui est très réseau, quel serait ce conseil? Instruisez-vous. Ouais, je pense que... Parce que là, vous êtes plus en train de vous détruire que vous instruire. Là, à l'époque, tu te rends compte qu'il fallait avoir du talent, après tu étais connu. Aujourd'hui, tu es connu, après on te trouve un talent. C'est qu'aujourd'hui, tu as plein de gens, ils sont connus pour rien. Jawad, qui logeait des gens, aujourd'hui crie Roses. Wesh, on a popularisé des gens comme ça. Comment j'ai bugué quand j'ai vu cette vidéo. En vrai, venez, on en parle, c'est une dinguerie. On popularise des gens comme lui. Des gens comme des... Vas-y, c'est mieux, je peux et cette vidéo, j'ai bugué. Non, mais j'ai rien contre ce gars. J'étais sur TikTok, j'ai fait non. Roses. J'ai rien contre lui, ça doit être un bon gars peut-être, je sais pas, je le connais pas. Bon, un bon gars. Non mais j'en sais rien, peut-être que pour certains c'est un bon gars. Mais moi j'ai rien contre lui, mais les gars, venez on se concentre. Venez, on arrête de donner du crédit. En fait, juste venez, on remet la honte au jour là. Et tu penses il y en a, ils ont plus honte en fait. Parce que il y en a, ils ont plus honte. Et pour toi, quelqu'un qui perdure, c'est parce qu'on est dans une ère où tout est fast. Est-ce que quelqu'un qui perdure, c'est quelqu'un qui a un contenu assez efficace et assez... Ça passe par le travail déjà. Parce qu'il y en a beaucoup, comme tu disais, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu perdures avec le taf. Et aujourd'hui, tu deviens connu et tu es connu grâce au travail. Parce qu'il y en a plein, ils sont ils sont là-haut, mais... que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans l'acting, que ce soit dans la chanson, dans le foot, dans ce que tu veux, il y a du boulot en fait. Tu t'entraînes, tu travailles, tu écris, tu fais. En fait, il faut faire. Tu n'arrives pas comme ça du jour au lendemain. Tu travailles, après il y a des gens qui croient en toi, qui te prennent, qui te tirent, qui te mettent. Tu vois. Mais tu n'arriveras jamais comme ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un minimum de travail, en fait, tu peux faire ce que tu veux, ça ne marchera pas. Ou alors ça marchera mais bien plus tard. Il y a le travail et il y a le temps aussi. À un moment, il y a une phrase que tu aimes dire, le temps, c'est l'ami du juste. Exactement. Et le temps, c'est l'ami du juste. Est-ce que pour toi, en fait, ça veut dire qu'il faut savoir accepter les sacrifices et parfois être dans des pentes descendantes, c'est juste s'y accrocher, s'accrocher, ne pas lâcher. Mais s'accrocher, mais même moi, je suis passé par des périodes archi creuses. Mais creuses, t'as peur, hein. Mais tu t'accroches. T'as pas le choix de t'accrocher, en fait, parce que t'es dans le truc en fait. Ça veut dire que t'as pas le choix de te dire bon, là, ok, il y a eu ça, maintenant il y a ça. Comment faire pour passer de ça à retourner là où j'étais ou encore plus haut? Tu veux toujours viser plus haut, on est en général. Donc là, ça passe par des doutes, ça passe par beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes où tu te dis vas-y, j'arrête, je continue, tu sais pas. T'as ton entourage, qui, si t'as un bon entourage, ils vont t'entoure bien en général, donc ils te donnent des vrais et bons conseils. Et tu as aussi le fait de sortir les mains de tes poches et dire bon vas-y, je vais au charbon en fait, tu vois. T'es obligé de passer par là, mais quand tu as une période de doute, ou même moi je suis passé dans des sacrées périodes où gros c'est chaud, même mentalement, t'as envie de plus rien faire en fait. C'est encore actuel.
C'est encore actuel que tu dis des fois, est-ce que je... Parce qu'on... Mais il y a plein de moments où j'ai envie d'arrêter, moi. Ouais, même quand ça va bien, il y a des moments où j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de me dire, mais en vrai, pourquoi je me fais chier? Pourquoi je retourne pas dans mon camion faire un autre truc ou même travailler dans un bureau, tu vois, genre, mais je me dis, j'ai commencé en 2011, 2012, on est en 2025, t'as fait tout ça? Ouais, tout ça quand même. Y a quand même un peu chiant d'arrêter là, non? Ouais, je suis d'accord avec toi. On va parler de la dernière partie, on va finir sur ça. C'est tes projets. On parlait en off d'une série que tu vas créer, qui est une série sur le système scolaire. Ouais. Le système scolaire. Est-ce que c'est le fait d'avoir grandi à Montreuil dans le 93 et d'avoir vu un peu toutes les carences de l'enseignement, de l'éducation, qui t'a dit, bon, il faut qu'on montre quand même aux gens ce qu'est la vie de ces jeunes-là et qu'il y a une autre manière de leur enseigner les choses. Clairement. C'est surtout que... Elle est technique, cette question. Hein. Ouais, elle est technique, mais je l'ai très bien compris. Mais oui, parce que en fait, dans l'enseignement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils font aucun effort pour s'adapter en fonction des endroits où ils sont. C'est-à-dire que tu peux pas enseigner de la même manière dans le sud, comme dans le nord, comme dans des quartiers dits populaires et chauds, et comme dans des quartiers où c'est très très safe et c'est que des gens... genre très bien soigné, bien truc, machin. C'est pas pareil. Tu peux pas enseigner de la même manière. C'est-à-dire que tu es obligé de t'adapter en fonction de... Donc, moi, à Montreuil, quand j'enseignais, il y a des profs, ils essayaient de nous faire comprendre les choses. Mais t'en as d'autres, ils suivent leur truc, en fait. Mais ceux qui suivent leur truc, mais je suis pas avec toi, parce que tu parles pas ma langue. Je dis pas qu'on a une langue différente, mais tu me parles pas, en fait. Moi, j'ai besoin que tu me parles. Si tu me parles, là je t'écoute, tu vois. Et comme plein aujourd'hui, ils ne parlent pas aux jeunes. Ils parlent pas aux petits peu, en fait. Ça veut dire qu'il y en a plein, ils sont perdus, ou t'en as d'autres, ils ont pas envie. Moi, l'anglais, à l'époque, on me donnait pas envie d'apprendre l'anglais. Parce qu'on a un vrai problème avec les langues, on a un vrai problème. On a un vrai problème. Mais la France a un problème avec toutes les langues. C'est le seul pays, l'un des seuls pays au monde où l'anglais, tu trouves une personne sur 10 qui parle anglais. Alors que tu vas dans n'importe quel pays du monde, tu parles anglais, la personne elle te répond automatiquement en anglais. Mais l'anglais, on me donnait pas envie de parler anglais. C'est normal. Tu vois, genre, on me disait pas que à l'époque, plus tard ça peut t'aider, tu peux avoir ci, tu peux avoir ça, tu peux faire ci. L'apprentissage des langues se fait vraiment sur le tard et à l'oral. À l'oral, vraiment, c'est le meilleur apprentissage. Ouais, mais comment tu veux faire si on te dit, t'as des verbes irréguliers, apprends-les ou sinon t'as une punition? Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est apprends, etc., patati patata. Mais c'est une autre manière de faire. Moi, je pense que le système scolaire aujourd'hui devrait s'adapter en fonction. C'est un travail en plus, certes, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de résultats par la suite. Ok, et il y a une autre série, Le mec est productif. Le mec est productif en 2025. Il y a une autre série, et là c'est sur les films d'action. Est-ce que c'est un peu un hommage à l'amour que tu avais pour les films d'action de l'époque? Mais très clairement, très très clairement. C'est un mélange entre Flics de Beverly Hills, c'est un mélange entre plein de genres, vraiment plein de genres. C'est vraiment une comédie d'action qu'on a fait avec Oumar Diaw justement et un très bon pote à nous qui est un putain de réalisateur, je pèse mes mots, qui s'appelle Hadj Ali Menad. D'accord. Et du coup on a créé ce truc à 3. Et voilà, là on a terminé le montage il y a pas longtemps. On va essayer de le vendre. Et je sais que ça peut marcher parce que aujourd'hui il n'y a pas ce genre de format-là comme il y avait avant à l'époque avec nos codes à nous. Je vois j'ai compris. Donc ça, on y croit beaucoup. Alors pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Bayou Sarr? La santé déjà dans un tout premier temps, parce que sinon on peut rien faire. Et je sais pas, que ça marche pour moi, que ça marche pour nous, qu'on soit tous heureux, qu'on vive de notre passion, qu'on arrête de se tirer dessus, qu'on s'entraide, qu'on s'unisse, qu'on avance en fait, tu vois. Ce que je souhaite pour moi, je le souhaite pour vous tous, enfin, je le souhaite pour tout le monde. C'est-à-dire que s'il y a un truc pour toi, je serais content comme si c'était pour moi, tu vois. Je sais pas si ça sera réciproque chez certains, mais au moins moi je le pense, c'est pas grave. Tu vois, venez on s'entraide, venez on s'unit, venez on se donne la force, que ce soit une petite ou énorme, on s'entraide en fait, parce qu'il y a que comme ça que ça marche. Et comme je dis, on s'est jamais fait tout seul. Même quand t'es né, t'avais besoin de quelqu'un pour sortir.
Et quand tu vas mourir, tu auras besoin de quelqu'un pour t'enterrer. Donc, de toute ta vie, tu auras besoin de quelqu'un. Ouais. Donc, venez, on s'entraide. C'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà, l'entraide, ça passe par là. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de l'Audanciez-vous, Youssar. Et on te souhaite tout le bien aussi possible. Merci, je souhaite beaucoup de bien à ce podcast, cette émission bienveillante, bon délire. Il y a des gens beaux, il y a des Américains qui sont là, il y a des Quinry, il y a des sauces, je ne sais pas pourquoi elles sont là d'ailleurs. Il y a des sauces, Tour Eiffel, le quartier. C'est quand même dingue en fait. Il y a des abat-jours, c'est fou en fait. En tout cas, merci. Merci à vous les gars. Bonne émission, bravo. Merci.